Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, 10h30, midi et demi. Vous le savez, Parlons Vrai chez Bourdin et... nous sommes jeudi, donc le jeudi, nous recevons 3 députés de bords politiques différents tous les jeudis. C'est notre jeudi politique et je suis très heureux d'accueillir ce jeudi Mathilde Paris, qui est députée Rassemblement National du Loiret. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aussi avec Charles Rodoual, député Renaissance des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Rodoual, je ne dis pas de bêtises, je me prononce bien. Bon. Et Aurélien Saint-Toul, qui est député La France Insoumise des Hauts-de-Seine. Bien, bonjour. Nous allons regarder ensemble l'actualité, la commenter, débattre. Enfin, avant de la commenter, je voudrais qu'on l'explique, l'actualité. Vous allez nous expliquer vos votes, vos prises de position, les prises de position de vos mouvements politiques respectifs. Je voudrais commencer avec cette résolution solennelle qui a été votée hier à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas de portée législative, je le précise. Elle a une forte valeur symbolique. L'Assemblée nationale a condamné le crime d'agression de la Russie et a apporté son soutien le plus total à l'Ukraine. Félix Mathieu, les députés ont voté ce texte en présence de l'ambassadeur ukrainien. L'Assemblée nationale réclame une zone de protection autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Elle affirme son soutien le plus total à l'Ukraine, son peuple, sa souveraineté, son intégrité territoriale. Résolution adoptée avec 303 voix pour. Le Rassemblement national et la France insoumise se sont abstenus. Un député LFI, Jérôme Legavre, a même voté contre. Des oppositions dans le viseur de Pierre-Alexandre Anglade, le président Renaissance de la Commission des Affaires européennes. Il est nécessaire de poursuivre les livraisons d'armes et les sanctions avec nos partenaires européens. Et chez nous, d'opposer un front uni en faveur de l'Ukraine, sans rien céder aux valets de Poutine, qui jusqu'au sein de cet hémicycle se font les relais honteux de sa propagande ou qui le soutiennent sans le dire, ce qui est pire encore. Si nous avions écouté Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, les Russes seraient à Kiev depuis longtemps. Ce texte réclame toujours plus de sanctions, sans préciser lesquelles, rétorque la députée RN Laurence Robert Dehaut. La France fait déjà tout ce que cette résolution demande, renchérit le président du groupe communiste André Chassaigne, regrettant que l'Assemblée manque, je cite, de faire scintiller les lumières de la paix. 20 000 civils et 100 000 militaires ukrainiens tués depuis février. L'Assemblée réitère son soutien à l'accueil de réfugiés. L'OTAN aussi réclame plus de livraisons d'armes et d'équipements électriques pour faire face aux destructions. Bien, tour de table, vous êtes abstenu, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, parce Mathilde que ce texte posait problème sur le fond, non pas dans son intitulé, mais vraiment sur le fond, notamment concernant la livraison d'armes à l'Ukraine, qui ne précise pas s'il s'agit d'armes de défense ou d'armes offensives. Et là, vous comprenez bien qu'on est face à un vrai souci, qui est celui de préserver la paix dans les autres pays européens, et notamment en France, et que à partir du moment où la France livrerait des armes offensives, par exemple, eh bien, on serait alors de facto un pays co-belligérant, et ce qui nous engagerait dans la guerre et qui aurait des conséquences dramatiques pour la France. Est-ce qu'aujourd'hui la France livre des armes offensives ? Elle n'en livre pas pour l'instant, mais ce texte ne précise pas s'il n'avait pas une visée justement à aller plus loin. Et c'est vraiment ce qui, pour nous, a posé un vrai problème. Et je pense que quand on est député de la nation, on doit être aussi responsable. Il ne s'agit pas de faire de la surenchère. Et c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui lui-même a dit qu'il fallait toujours privilégier la paix et ne pas qualifier l'État russe d'État terroriste. Et hier, dans les propos qui ont été tenus à la tribune de l'hémicycle, il y a eu clairement pour moi une dérive vers des propos qui pouvaient être assimilés à une qualification de l'État russe comme étant un État terroriste. Bien, Aurélien Saint-Toul, vous avez la même analyse que le Rassemblement national ? D'abord, il faut dire une chose, c'est que quand on peut voter pour, on peut voter contre et on peut s'abstenir. Tout à fait. Vous êtes abstenus tous les deux d'ailleurs. Disons les choses simplement. Oui. Quand on est d'accord avec le principe d'un texte et avec ses modalités, on vote pour. Quand on est contre le principe, on vote contre. Et quand on adhère au principe mais pas aux modalités, on s'abstient. C'est donc le sens d'abord qu'il faut donner à notre vote. Alors pourquoi ? D'une certaine façon, il y a une instrumentalisation du sujet de la guerre en Ukraine par la majorité relative de LREM. Une tentative pour discréditer celles et ceux qui ne vont pas adhérer à leur rédaction maximaliste. Pourquoi elle est maximaliste, c'est la rédaction de leur texte ? J'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à prendre le temps d'aller lire ce texte et son exposé des motifs. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Nous irons jusqu'au bout de la guerre, jusqu'à la dernière goutte du sang des Ukrainiens ».
Moi, ce qui me choque, si vous voulez, dans la tonalité globale de ce texte, ce n'est pas de dire que nous soutenons, ni même que nous livrons des armes. Le droit d'un peuple agressé à se défendre est indépassable, imprescriptible. Nous soutenons les Ukrainiens et nous condamnons fermement l'agression de la Russie. Par ailleurs, je note que très peu, voire rien ne figure dans ce texte à propos des conditions du rétablissement de la paix et surtout d'une paix durable. On peut quand même se poser la question. Par ailleurs, rien n'est dit non plus, aucun bilan n'est tiré de façon un peu fine des 9 mois qui se sont écoulés. On peut considérer que tout a été parfait, mais on peut aussi se dire que peut-être qu'aujourd'hui, les sanctions, les livraisons d'armes, tout ça dessine une géopolitique différente vis-à-vis desquelles on peut avoir des questions. Charles Redouel. Aucun intervalle n'est laissé à la réflexion en réalité. Charles Redouel. Moi, je comprends l'embarras relatif qui est exprimé par mes 2 collègues présents et ces tentatives d'explication. J'ai apporté avec moi la proposition de résolution. Chacun peut aller la lire, c'est sur assembléenationale.fr. Je pense que le titre résume cela, mais l'exposé des motifs est très clair. Elle dit que nous affirmons le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et nous condamnons la guerre menée par la Fédération de Russie. Voilà la résolution pour laquelle on avait un relatif consensus. Chaque parti, chaque groupe a pris la parole sous les yeux de l'ambassadeur de l'Ukraine qui représentait son peuple en guerre, notre majorité, mais aussi les Républicains, les socialistes et d'autres, jusqu'à l'explication du vote de la France Insoumise et du Rassemblement National, sous le regard, encore une fois, médusé d'une part de nos collègues et de cet ambassadeur. Nous avons ensuite voté cette proposition de résolution sans les voix du Rassemblement National et de la France Insoumise, ce qui, à mon sens, prouve, en tout cas, depuis plusieurs semaines, le soutien, certes, mais le soutien fragile sur une partie de nos bancs de cette Assemblée ou d'une part de nos collègues à l'Ukraine. Alors, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Vous êtes abstenus. Est-ce que vous pensez que ce texte de condamnation de la Russie et de soutien à la livraison d'armes, parce que c'est la réalité, est-ce que ce texte nuit à une éventuelle paix possible, qui est impossible aujourd'hui d'ailleurs? Alors, dis tout de suite. D'abord, je pense que ce qu'il faut en dire, c'est que ce texte arrive 9 mois après le début des événements et que, quand même, il reflète bien ce que moi j'ai appelé la conception ornementale du parlementarisme de LREM. S'ils ont quelque chose à dire, les députés de LREM, 9 mois après le déclenchement des événements, je trouve qu'ils ont un rapport à l'exécutif qui est spécial. Deuxièmement, il faut voir le contraste entre le contenu et la tonalité de la résolution et les propos et du ministre des Armées, par exemple, Sébastien Lecornu, et du président de la République. Oui, vous votiez sur une résolution. Ils sont donc ces propos-là, les propos du président et ceux de la résolution sont en décalage. C'est ça qui est frappant. Et je vous invite, Monsieur Bourdin, à relire la résolution. Et je pense que vous pouvez témoigner qu'il y a un décalage entre la tonalité des propos du président de la République et de sa majorité. Elle est surtout en décalage avec le président de votre mouvement. Par ailleurs. Non, il y a une surenchère. Enfin, moi, je rejoins M. Saint-Toul. Il y a une surenchère du groupe Renaissance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il y a une surenchère. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais quand on est député de la nation, nous sommes des élus qui doivent être responsables. Quant aux propos tenus, on est quand même dans un conflit très grave aujourd'hui. Les propos que nous tenons, il faut les mesurer, il faut en prendre la portée, parce qu'aujourd'hui, on pourrait engager, par des propos comme ça de surenchère, on pourrait engager demain la France dans ce conflit armé. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je tiens juste à dire une chose dans cette résolution, pardon, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'un engagement de la France dans ce conflit? Moi, je demande très sincèrement à mes collègues. Sur le fond, moi, le problème peut être clé de doctrine. De doctrine. Il est sur le positionnement vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'OTAN. Dans le texte, il est explicitement dit d'une part que l'Europe doit devenir une puissance souveraine, et il y a un problème conceptuel, je suis désolé, mais la souveraineté appartient au peuple français en l'occurrence, et il n'y a pas un seul peuple unique européen pour dire que l'Europe puisse devenir souveraine. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est de considérer que cette puissance européenne souveraine pourrait atteindre sa souveraineté dans le cadre d'une défense otanienne. Excusez-moi, mais la prépondérance des États-Unis au sein de l'OTAN interdit même d'imaginer que l'Europe, fût-elle devenue une puissance, puisse être souveraine dans un cadre otanien. Vous voyez, les mots nous engagent quand même. Il y a un moment, on ne peut pas voter tout et n'importe quoi. Alors, le titre vous dit, nous soutenons le peuple ukrainien et nous... Mais il n'y a pas que le titre, dans le texte aussi.
et nous condamnons le crime d'agression de la Russie. L'agression par la Russie, il n'y a aucun problème. Il n'y aurait que le titre, je le vote tout de suite. Il n'y a aucun problème. Vous le voteriez tout de suite si avec le titre? Bien sûr, de toute façon, on n'a jamais eu aucune ambiguïté depuis le début de ce conflit. Nous avons condamné avec la plus grande fermeté l'agression russe contre le peuple ukrainien. Nous avons toujours défendu sa souveraineté territoriale. Et je crois que c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est effectivement ces questions de fond quant à la co-belligérance de la France dans ce conflit. Pas répondu. Je vais juste intervenir là-dessus. La première des choses, c'est que j'aimerais comprendre dans cette proposition de résolution ce qui correspond à la surenchère. Et la deuxième des choses, c'est qu'au contraire, cette proposition de résolution démarque précisément l'Union européenne et l'OTAN, comme il est décrit dans le paragraphe de la page numéro 2 de cette résolution. Donc je ne comprends pas cet argument. Par ailleurs, encore une fois, le soutien n'a jamais été, ne serait-ce que quand la Russie massait ses troupes à la frontière de l'Ukraine. On peut reprendre l'ensemble des déclarations qui avaient été prises par les présidents des deux mouvements qui sont présents ici. Le soutien n'était pas affirmé au peuple ukrainien face à la Russie. Et hier, je pense qu'il aurait été symbolique. Je comprends l'explication de vote, mais je pense qu'il aurait été très fort que l'ensemble des groupes votent ce texte. Ça n'a pas été le cas. Je voudrais vous reposer la question. Est-ce que vous pensez que ce texte nuit à une éventuelle paix? Il n'y a pas de paix possible aujourd'hui, mais à une éventuelle préparation de discussion vers la paix. Vous pensez que ce texte... parce que j'ai entendu les arguments du Rassemblement national qui disent cela. Oui, effectivement, et même, je pense qu'il faut, en plus du texte que vous avez sous les yeux, regarder, on peut regarder en replay les propos qui ont été tenus hier à la tribune, et clairement, oui, il y a aujourd'hui, dans cette surenchère, il y a un risque de nuire à la paix, à la diplomatie. Bien sûr que c'est une surenchère. Mais fondée sur quoi ? Mais attendez, aujourd'hui, la surenchère, c'est effectivement de vouloir aller plus loin dans les sanctions, dans l'armement des forces ukrainiennes. Et on ne dit pas lesquelles elles sont. Et effectivement, on peut craindre que plus on va loin dans les sanctions et dans l'armement, et bien qu'on aille vers une co-belligérance de la France. J'ai deux questions surtout. Je voudrais, Aurélien Saint-Toul, vous la poser. Vous connaissez bien ces problèmes internationaux, vous vous y intéressez beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont pour vous les conditions pour aller vers une éventuelle discussion autour d'un cessez-le-feu ou d'un arrêt des combats? Alors évidemment, la question est très difficile. Oui, elle est très difficile. Elle appartient, mais bien sûr. Et notre objectif n'a jamais été de prétendre que les solutions sont faciles. Au contraire de ce texte, d'accord, elles sont difficiles, on est d'accord. Donc les conditions, elles sont posées nécessairement par l'Ukraine. L'Ukraine est agressée, donc c'est à elle d'avoir l'agenda. Mais je ne dis pas autre chose. Ça veut dire quoi? Non, mais précisez votre pensée. Je précise. Aujourd'hui, vous dites, Monsieur Zelensky doit prendre une initiative, si j'ai bien compris, pour éventuellement ouvrir une première discussion. Moi, je ne dis pas à Monsieur Zelensky ce qu'il doit faire. Je dis que nous devons rester à la disposition des Ukrainiens pour créer un cadre dans lequel des négociations puissent s'engager. C'est difficile. Ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et effectivement, les Ukrainiens sont agressés. Est-ce que vous pensez que vous ne décevez pas les Ukrainiens lorsque vous abstenez devant l'ambassadeur ukrainien? Je vous pose sincèrement la question. Mais la question n'est pas de savoir si nous décevons les Ukrainiens. La question est de savoir quelles sont les conditions que eux veulent mettre sur la table pour pouvoir rediscuter. Il y a un élément qui ne figurait pas dans ce texte, par exemple, et qui manquait. Les opposants russes existent. Ils ne sont pas nombreux. Ils existent. Ils auront aussi un rôle décisif dans la résolution du conflit. Nous avons, choisi aussi de garder des liens avec eux. Qu'est-ce qui peut vous faire dire que des opposants russes auront un rôle décisif? D'abord, que savez-vous des opposants russes? Vous pensez que... Que savez-vous, tiens? Qu'est-ce que je sais? Que savez-vous d'Alexei Sakhnin qui est arrivé en France? Que représentent-ils, les opposants russes? Grâce notamment à l'aide du président Emmanuel Macron, que Jean-Luc Mélenchon a salué, lorsque nous avons accueilli Alexei Sakhnin. Que savez-vous, Monsieur Bourdin, des opposants russes? J'en sais sûrement beaucoup plus que vous sur les opposants russes. Je vous écoute. Moi, ce que je sais, c'est que Monsieur Sakhnin... Saint-Toul. Ce que je sais, c'est que Monsieur Sakhnin, lui, a mis sa vie en danger pour continuer à faire vivre l'idée que l'agression contre l'Ukraine était précisément une agression et un crime. Donc, ces gens auront
un rôle nécessairement dans la résolution du conflit. Non, mais vous pouvez penser le contraire. Non, mais il n'y aura pas de résolution du conflit sans des Russes qui sont d'accord pour dire qu'il y avait une agression. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, il y a des réalités, Aurélien Saint-Toul. Les réalités, c'est que les opposants russes n'ont aucune influence aujourd'hui sur le règlement d'un éventuel règlement du conflit. Le lendemain du règlement du conflit, la Russie et l'Ukraine seront toujours voisines. Et il faudra des Russes qui veulent maintenir la paix et faire qu'elle dure. Donc vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main le courage de certains militants qui ne sont pas majoritaires aujourd'hui, mais qui maintiennent l'idée que la paix doit exister et est possible. Je voudrais rebondir. Je crois que pour la résolution d'un tel conflit, il faut partir de principes simples, avec 3 éléments. Le premier élément, c'est de bien définir les positions de chacun. Dans ce conflit, il y a un agresseur et un agressé. Et nous, la France, on peut se faire l'honneur de soutenir l'Ukraine dans ce conflit par la livraison d'armes, par un soutien financier sans faille vis-à-vis de l'agresseur. Tout en restant lucide. Deuxième élément, définir un rapport de force. Aujourd'hui, ces sanctions, sont légitimes, sont méritées, et en plus, définissent notre rapport de force vis-à-vis de la puissance russe. Troisième élément, maintenir un lien. Oui. Toute la plus-value aujourd'hui de la France représentée par le président de la République, c'est d'avoir, tout en sanctionnant la Russie, tout en apportant un soutien sans faille à l'Ukraine, maintenu un lien diplomatique pour apporter une solution au conflit. Et c'est bien plus efficace. Moi, je voudrais c'est drôle parce que une proposition de résolution. Je voudrais pouvoir m'exprimer, s'il vous plaît, sur le sujet. Oui, nous décevons les Ukrainiens. Moi, j'estime. Attendez. Oui. Il est 19. Je vais faire une page de pub et vous allez prendre la parole. Okay. Et Aurélien Saint-Toul, vous allez pouvoir la prendre également. Allez. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h22. Merci. On va finir sur l'Ukraine. Nous allons passer à autre chose, évidemment. Mathilde de Paris, vous vouliez dire quelque chose. Oui. Je le sens. Oui, je voulais souligner, en fait, aujourd'hui, la réalité des conséquences des sanctions qui ont été prises, notamment par l'Europe à l'égard de la Russie, ça a été de la jeter dans les bras de la Chine et de l'Inde, sachant que la Russie dispose sur son territoire des matières premières. Et bien parce qu'aujourd'hui, qu'on a jeté la Russie dans les bras de la Chine et de l'Inde. Aujourd'hui, on le sait très bien, l'Inde et la Chine rachètent les ressources de la Russie que nous ne rachetons plus. Donc aujourd'hui, on est en train de créer un super puissant avec un pays communiste comme la Chine. Comment transporte-t-elle ces ressources, Mathilde de Paris? Écoutez, factuellement, comment ça se passe? Concrètement, aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut isoler la Russie et que le seul moyen justement d'arriver à régler ce conflit, je pense qu'il est dans l'isolement de la Russie. Mais il faut jouer le jeu et donc il faut, à mon avis, retourner à la table des discussions avec nos interlocuteurs. Mais qui va retourner à la table des discussions? Chinois, vous le Rassemblement national? On n'est pas au gouvernement, donc ça doit être l'Union européenne, ça doit être... Encore faut-il que les belligérants aient envie de discuter. Je pense qu'aujourd'hui, on ne sortira pas clairement de ce conflit s'il n'y a pas de cohérence des différents pays vis-à-vis de la politique menée vis-à-vis de la Russie. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, on a un conflit qui s'enlise et qu'on n'a pas d'issue favorable puisque les pays ne sont pas alignés dans leur position vis-à-vis de la Russie. On voit très bien que l'Inde et la Chine, aujourd'hui, ont une situation très ambiguë vis-à-vis de la Russie, qu'ils ne condamnent pas. Aurélien Saint-Toul. Écoutez, je crois qu'on a déjà beaucoup évoqué le sujet, mais c'est d'abord un texte de posture. C'est ça qui est important d'avoir à l'esprit. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas voté. Parce que c'est un texte de posture. Il est en décalage avec les propositions de l'exécutif. Le président de la République, le ministre des Armées ne tiennent pas le discours de cette résolution. Et ça, l'Assemblée. Vous auriez pu organiser votre émission sur le fait que, par exemple, LREM était en désaccord avec son président. C'est pas l'angle que vous avez choisi. Mais en l'occurrence, ça c'est sûr. En l'occurrence, c'est de ça dont il est question. Mais l'Assemblée nationale est indépendante, alors. C'est ce que vous dites. Je tiens juste Aurélien, à dire que... pas Aurélien, Charles Rodwell. Allez-y. Je tiens juste à dire qu'une fois qu'on plonge en détail dans le sujet, on voit que les positions sont mouvantes, d'une part et d'autre. Effectivement, vous vous moquiez de la sécurisation internationale de la centrale de Zaporijia et maintenant vous la proposez. C'est intéressant. Je ne crois pas que ce soit un sujet sur lequel il faut polémiquer de cette manière. Le sujet est
peu trop grave. Mais je comprends ce que vous dites. Sur le positionnement de la France vis-à-vis et de l'Europe vis-à-vis de la Russie, moi je ne comprends pas la position du Rassemblement national de manière concrète sur les prochaines étapes à avoir. Moi je pense qu'il faut poser cette situation sur des principes simples. Nous soutenons les Ukrainiens qui est le peuple agressé dans ce conflit. Nous maintenons un lien diplomatique avec la Russie dans le cas d'une volonté de résolution du conflit. Mais notre position est claire. Nous continuerons à livrer des armes et à soutenir financièrement le peuple ukrainien vis-à-vis de la puissance agresseur. Est-ce qu'il faut continuer à livrer des armes? Oui, non? Mathilde Paris? Des armes défensives, oui, effectivement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit des armes offensives pour l'instant. Donc, oui, mais ce n'est pas exclu que demain, il n'y ait pas de volonté de livrer des armes offensives. Est-ce qu'il faut continuer à livrer des armes? Dans la mesure de nos capacités, le texte est assez étrange parce qu'il dit que nous livrerons autant d'armes qu'il est nécessaire, alors qu'en réalité, il faudrait se poser la question de savoir ce que nous sommes capables de livrer. Oui, mais est-ce qu'il faut en livrer? Non, mais vous voyez, nous sommes capables. Je vous pose la question. C'est assez significatif du max. Mais non, mais c'est significatif du maximalisme de ce texte. Si vous considérez que vous allez livrer, franchement. Si nous avons les capacités pour livrer des armes, faut-il en livrer? Je viens de vous dire dans la mesure de nos capacités. Ça veut dire oui. Ça veut dire la France est aujourd'hui l'un des 5 principaux contributeurs. Alors on passe à autre chose. Du conflit ukrainien. Mais vous savez que les stocks français s'épuisent et que pour l'instant ils ne se reconstituent pas. C'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de parlementaires de la Commission de la Défense. C'est la raison pour laquelle nous reconstituons notre industrie de défense. Bien sûr. Mais 11h27. Il était temps et l'industrie. Et on pourrait avoir toute une émission sur la question de l'industrie de défense. Et des effets de la privatisation du secteur depuis 20 ans. Et vous verriez que nous aurions beaucoup de choses à dire. Bien, nous allons parler du voyage d'Emmanuel. On va encore faire un peu d'international avec le voyage d'Emmanuel Macron aux États-Unis dans un instant et le protectionnisme américain. Comment faut-il répondre à ce protectionnisme américain? Il est 11h27. Ensuite, nous passerons aux questions franco-françaises. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h30. Bien, les États-Unis, le président de la République est aux États-Unis et s'est adressé hier à la communauté française. L'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, ce qui est normal, nous faisons pareil avec nous, regardent ensuite sa rivalité avec la Chine, et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. Voilà, variable d'ajustement. Pourquoi? Pourquoi dit-il cela? Il fait allusion évidemment à ce plan de Biden pour lutter contre l'inflation. Lutter contre l'inflation, mais c'est un plan très protectionniste, véritablement très protectionniste de préférence nationale. Alors comment répondre à ce protectionnisme américain? Mathilde Paris. Déjà, je pense qu'on peut se réjouir de la reprise de relations diplomatiques avec les États-Unis, sachant que depuis l'affaire des sous-marins, des 12 sous-marins dont le contrat a été rompu avec la France au profit de l'Amérique et du Royaume-Uni, je crois que on peut déjà se dire que les relations, il y a une volonté quand même visiblement de Joe Biden de renouer des relations diplomatiques. Après, l'enjeu est actuellement d'arriver à négocier des exceptions, effectivement, pour l'Europe et pour la France au niveau de cette IRA qui consiste effectivement à réduire l'inflation en faisant du patriotisme économique avec du Made in USA. Et nous, en fait, aujourd'hui, les États-Unis sont en train de faire ce que nous défendons depuis toujours, c'est-à-dire effectivement un protectionnisme intelligent que l'Europe n'a pas été capable de mettre en place, notamment vis-à-vis effectivement de la Chine, qui fait à la fois un dumping social terrible et un dumping environnemental aussi terrible. Et à aucun moment, nous n'avons pris de mesures pour protéger l'Union européenne de ce dumping. Et je suis désolée de vous dire qu'aujourd'hui, lundi prochain, on va commencer à débattre du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Et il y a comme un vrai sujet sur l'énergie verte. Et d'ailleurs, Biden souhaite mettre en place justement un favoritisme au niveau des énergies vertes américains, parce qu'on importe donc des matières premières, que ce soit les terres rares, qui sont extraites dans des conditions, je suis désolée, mais humaines, sociales, environnementales
épouvantable, et je crois qu'aujourd'hui il faut ouvrir les yeux là-dessus, que l'extraction du silice aussi pour la fabrication des panneaux solaires est également épouvantable, et à aucun moment on a entendu l'Union européenne prendre des sanctions fortes par rapport à ces conditions de fabrication et dont on ne régule absolument pas les importations. Donc à quel moment l'Union européenne a défendu une filière, notamment dans le renouvelable, qui permette notre indépendance énergétique réellement? Alors, protectionnisme, il faut aujourd'hui faire quelque chose au niveau de l'Union européenne. Européen et un protectionnisme français. Hein, absolument. Puisque, est-ce que vous appelez au même protectionnisme à la France insoumise? Alors, première chose, c'est qu'il est surprenant d'entendre le parti de Jean-Marie Le Pen défendre le protectionnisme. Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme qui disait que Ronald Reagan était son modèle. Donc bon, et le parti de Marine Le Pen, changement de pied, à l'heure du jour, qui est historique, mais bon. Le deuxième point, c'est que Emmanuel Macron découvre la réalité. Alors son diagnostic est assez juste. Il vient de se rendre compte que les États-Unis n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts, et que dans le domaine international, c'est la règle qui prévaut. Pour ce qui est du protectionnisme, vous savez très bien, vous avez couvert les 3 campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon, vous savez très bien que ça fait maintenant plus de 10 ans que nous défendons l'idée d'un protectionnisme écologique et solidaire. D'une certaine façon, nous avons perdu 10 ans pour organiser une forme de démondialisation d'une certaine façon qui permette la relocalisation des activités et un partenariat économique et politique avec celles et ceux qui justement se rendent compte qu'on a un problème avec d'une part le dumping social et le dumping environnemental. Aujourd'hui, Joe Biden en gros, rompt le pacte de façon unilatérale, mais de façon tout à fait rationnelle. Alors, comment répondre à Joe Biden et à ce protectionnisme ou patriotisme économique américain? Comment répondre? D'abord, en ne considérant pas que l'alignement sur les positions états-uniennes doit être la règle. On prépare en ce moment la future loi de programmation militaire. Excusez-moi, je parle des sujets que je maîtrise le mieux, mais la loi de programmation militaire, aujourd'hui, les orientations du gouvernement, les objectifs qui figurent dans les textes du gouvernement, c'est d'être un allié exemplaire dans le cadre otanien, par exemple. Bon, vous voyez bien que le rapport aux États-Unis aujourd'hui est biaisé. Bien, mais pour vous, il n'y a pas de souci. Oui, on sort de l'OTAN, je le sais. Hein, oui, on sort de l'OTAN. Ça fait partie des options. On sort de l'OTAN, Mathilde, par exemple. On sort du commandement intégré de l'OTAN, ce qui n'est pas la même chose. Non, mais c'est pas tout à fait pareil. Vous avez raison de le préciser. En ce qui vous concerne, on sort de l'OTAN, carrément. C'est une proposition qui était portée. Je sais. Aussi longtemps que la guerre en Ukraine existe, je pense qu'elle serait mise entre parenthèses. C'est mise en application. Aujourd'hui, on ne sort plus de l'OTAN pour vous. Je vous dis, aussi longtemps que la guerre en Ukraine a lieu, sans doute que l'option serait mise entre parenthèses. Alors, Charles Rodwell, comment répondre au protectionnisme américain? Parce que franchement, je veux bien que les Américains, que nous soyons un allié. Un allié, c'est plus tout à fait le mot employé d'ailleurs. Hein. Nous sommes un partenaire maintenant des Américains, nous ne sommes plus vraiment un allié. Aujourd'hui, comment répondre au protectionnisme américain? Alors, moi, je pense que cette visite d'État... Parce que c'est bien beau la visite, mais... Je pense que cette visite d'État, c'est avant tout un dialogue de puissance. Joe Biden, président américain, et Emmanuel Macron, président français, est l'un des hommes politiques leaders du continent européen, par sa longévité et par sa politique. Et en fait, Emmanuel Macron est venu avec un message simple aux États-Unis. C'est que pour les États-Unis, la France et l'Europe sont des alliés non alignés. Dans un sens, nous avons changé de monde. La France, pays non aligné. La Chine, nous sommes des alliés. Mais qui peut croire ça quand les GAFAM ont... Ça veut dire quoi, non aligné? Ça veut dire à égale distance entre la Chine et les États-Unis, Laissez-moi juste finir. Un pays non aligné. Oui. Des alliés, mais avec des politiques différentes. Aujourd'hui, depuis la crise Covid, notamment, nous avons changé de monde. Avec une Chine qui mise sur le protectionnisme, les États-Unis aussi à travers le CHIPS Act et le Inflation Reduction Act qui sanctionnent les entreprises chinoises et qui portent atteinte aux entreprises européennes. Et le message d'Emmanuel Macron, c'est de dire que non, la France et l'Europe ne seront pas des variables d'ajustement. J'ai compris le message, mais comment répond-on aux États-Unis? Je vous réponds. Sur le sujet des entreprises et des industries, qui est un sujet sur lequel je me penche tous les jours. La France développe des plans d'investissement dans des domaines de recherche et d'industrie de pointe, dans laquelle la France est à la pointe. Je pense à l'hydrogène, à la biochimie verte, en adéquation avec des plans européens qui s'appellent les PIEC. Que veut dire concrètement les PIEC? C'est avant tout un positionnement politique. Ce sont des pays européens qui disent « chacun d'entre nous gardons notre souveraineté nationale, mais ensemble, nous misons et nous investissons ensemble sur des technologies d'avenir, avec un principe simple.
Au XXIe siècle, dans la compétition internationale qui se joue aujourd'hui avec les États-Unis, la Chine et les pays européens, il n'y aura pas de souveraineté politique sans souveraineté économique et technologique. Et donc de ce point de vue-là, tant sur l'hydrogène que sur les batteries, que sur les semi-conducteurs, que sur le spatial, les pays européens choisissent de mettre ensemble des investissements en commun pour développer nos propres technologies. Un exemple concret. Mais vous noyez le poisson, ça fait des années que vous annoncez ça et que ça n'avance pas. Je vous donne des exemples. Je vous propose de vous rendre à Je vais vous donner des exemples concrets, vraiment sur l'attentisme du gouvernement ou de la Commission européenne. La constellation OneWeb était en vente il y a 2 ans. Pas un n'a levé le petit doigt. Le commissaire européen breton disait qu'il fallait Moi, je suis très étonné que OneWeb n'a pas racheté. Je suis très étonné que vous ne vous félicitiez pas des résultats qu'on a. Il y avait 1 milliard à mettre sur la table. Ni le gouvernement, ni la Commission européenne n'étaient capables de le faire. De l'investissement les partenariats industriels au niveau européen, la plupart du temps, sont des partenariats franco-allemands. Et dans chacun de ces partenariats, la France s'est fait manger la laine sur le dos, si vous me passez l'expression. Aujourd'hui, il faut donc répondre. Non mais attendez, par exemple, sur les semi-conducteurs. Je vous posais une question simple. Comment répondre au protectionnisme? Vous me dites en développant effectivement des projets européens dans certains domaines. Oui, mais il y a du concret, du quotidien. Il faut une ambition. Oui, il faut une vraie ambition. Qu'on protège les entreprises françaises. Il faut retrouver des champions industriels. Il faut retrouver des champions industriels dans notre pays. On a été capable. On met des taxes à l'importation au niveau européen quand le produit vient de Chine ou vient des États-Unis. Mais c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron et Bruno Le Maire défendent un principe, c'est le Buy European Act, qui me semble être un principe fondamental. Vous connaissez le système. Ça n'avance pas. Et une négociation. Il faut être en état de mener un rapport de force. Aujourd'hui, par exemple, les GAFAM ont table ouverte dans les administrations françaises. Il a fallu que ce soit la justice qui explique que Microsoft ne pouvait pas fournir la totalité des services de l'éducation nationale. On n'a pas été capable de défendre. Est intéressant. On n'a pas été capable de défendre nos champions industriels tels que Alstom Energy, qui avait été revendu à General Electric par Emmanuel Macron. Moi, je suis désolée de vous dire qu'aujourd'hui, la France a fait un mauvais choix stratégique qui était la désindustrialisation de la France. Et ça, il faut le dire, on a voulu faire de la France un pays du tertiaire, pensant que finalement, dans une mondialisation heureuse, on n'avait plus besoin d'industrie. Et aujourd'hui, après le Covid, après ce conflit actuel avec l'Ukraine et la Russie, on découvre à quel point nous devons retrouver de l'industrie, de la souveraineté industrielle, fabriquer des médicaments chez nous. C'est un peu vrai qu'on redécouvre. Mais oui, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai qu'on redécouvre qu'il faut relocaliser, par exemple, le médicament, l'industrie du médicament. L'exemple avait été donné pendant la campagne présidentielle de 2017, où Jean-Luc Mélenchon avait été le seul candidat à pointer qu'on ne fabriquait plus de paracétamol. Vous voyez, il est très fort. Oui, il est très très fort. Et on ne fabrique plus de paracétamol en France. Il l'avait signalé en 2017. Non, c'est l'amoxicilline qui pose des vrais problèmes pour les enfants, notamment à l'entrée de l'hiver. Il avait aussi dit, moi, je me souviens de la désindustrialisation française, je pense que chaque force politique, vous citiez Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, vous citez vos collègues de gauche et d'extrême gauche également sur ce sujet depuis 25 ans sur la désindustrialisation de notre pays. Juste le sujet des GAFAM, pour moi il y a un sujet politique majeur sur le sujet. Quand Emmanuel Macron est élu en 2017, lui et Bruno Le Maire disent d'une seule voix qu'on va taxer les GAFAM, juillet 2017. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen leur rayonnaient. Résultat, en l'espace de 4 ans, la France prend une position de taxer au niveau national les GAFAM. Deuxième chose, Emmanuel Macron fait le tour des pays européens pour convaincre chaque État européen de prendre des mesures pour taxer les GAFAM. Le diable est dans les détails. Je veux bien qu'on parle de taxation des GAFAM. Rapidement. Grâce à cela, au niveau de l'OCDE et au niveau du G20, des décisions ont été prises pour taxer les GAFAM de manière universelle. La France est la championne des taxes, effectivement, mais quand il s'agit de réindustrialiser, de défendre notre filière nucléaire, je suis désolée, depuis 10 ans, avec la complicité d'Emmanuel Macron, on a mis à genoux notre filière nucléaire. Alors, et ça, j'ai une question sur la réponse du sujet des GAFAM, mais très court. Très brièvement, il y a 2 choses à dire. D'abord, il faut regarder les taux. Évidemment, vous pouvez annoncer une taxe, si les taux d'un côté sont inférieurs aux autres, vous n'avez rien changé. Et c'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, sur les GAFAM, aujourd'hui, les GAFAM ont des puissances qui sont des puissances quasiment d'État. Donc, il faut avoir l'ambition de les démanteler. Alors, j'ai une question à vous poser à propos d'Elon Musk.
et de Twitter. Elon Musk qui semble débrider, si je puis dire, Twitter, dans une direction incertaine et même, pour certains, inquiétante. Est-ce qu'il faut que l'Europe aille, si jamais Elon Musk poursuit dans cette direction inquiétante, jusqu'à, je sais pas, censurer Twitter? Pourquoi pas? C'est possible au niveau européen. Mais l'enjeu n'est pas de savoir si l'Europe doit agir, la question est de savoir si les lois françaises sont respectées. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des lois et qui permettent de mettre en demeure Twitter d'agir pour la protection des usagers d'une façon ou d'une autre. Donc la première des questions est de savoir si nous faisons appliquer notre droit. À partir de là, on peut discuter, on peut étendre notre stratégie au reste de l'Europe. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter sur les réseaux sociaux, ce qui est la question qui revient très souvent, la question de l'anonymat aujourd'hui des usagers. Et je pense que déjà, si on réglait ce problème du fait que si vous créez un compte, vous êtes obligé d'enregistrer une carte d'identité et d'être clairement identifié, je pense qu'on réglera déjà beaucoup de problèmes. Favorable. Bien sûr, parce que je pense qu'aujourd'hui, derrière l'anonymat des comptes, il y a des choses inacceptables qui se produisent sur les réseaux sociaux. Charles Rodwell, lever l'anonymat, vous êtes favorable? Ce qui est intéressant sur le sujet, c'est la conception qu'on a de la donnée. La Chine a une conception politique de l'usage de la donnée au service de leur État. Les États-Unis ont une conception commerciale de la donnée. Les pays européens... Elon Musk a peut-être une conception politique. Les pays européens ont développé depuis maintenant des années, d'ailleurs toutes tendances confondues, je tiens à le dire, une conception citoyenne de la donnée, à savoir qu'il faut avant tout qu'on protège nos citoyens dans l'usage de leurs données. C'est la raison pour laquelle les États européens et le Parlement européen et les parlements nationaux d'ailleurs, notamment le Parlement français, ont développé des régulations sur le sujet, notamment les régulations DSA, DMA et la RGPD, pour en fait protéger l'usage de nos données au sens large, notamment vis-à-vis des GAFAM. S'il y a un sujet sur lequel je partage l'avis qui a été émis, c'est qu'aujourd'hui les GAFAM sont devenus des puissances financières et capitalistiques qui ont aujourd'hui la puissance de certains États dans le monde. Et donc il est de devoir de l'Union européenne et de la France de les réguler, notamment dans l'usage de la donnée. Charles Rodwell, je vous pose la question, est-ce que vous êtes pour la levée de l'anonymat? Moi je suis pour une ouverture du débat sur le sujet. Vous êtes pour la levée de l'anonymat à la France Insoumise? De toute façon, l'anonymat est levé dès lors que une procédure judiciaire est en cours. Donc je crois qu'en fait, on se cache derrière son petit doigt. Si quelqu'un agit mal, l'anonymat peut être levé. Donc, à mon avis, on tourne... C'est pas toujours si évident que ça. C'est pas si évident. On tourne là autour du pot. Bien. Sur la question, encore une fois, des GAFAM. Mais très vite, je vous donne un exemple. Occuper le terrain avec les GAFAM. Mais parce que c'est des sujets importants et parce qu'ils touchent l'ensemble des domaines industriels. Le concret, le Moi, quotidien. aujourd'hui, par exemple, je rapporte une mission d'information sur la maîtrise des fonds marins. Et quand je discute avec Orange, qui gère les câbles, on nous explique que, en réalité, la moitié de la flotte de câbliers dans le monde appartient désormais aux GAFA. Donc, il est important de comprendre le rôle des GAFA dans la mondialisation et à quel point en fait ils servent de bras armés aussi à la puissance états-unienne. Oui, on peut citer l'exemple d'Amazon qui va envoyer des satellites demain dans l'espace. Nous avons la nécessité de nous prémunir de ces GAFA d'une façon claire et simple en engageant des partenariats avec tout le monde sur la planète, avec toutes celles et ceux qui refusent une quelconque forme de domination. Parce que nous sommes capables de parler au monde entier et nous ne sommes pas, comme le disait Emmanuel Macron tout à l'heure, une puissance occidentale. C'était un des mots choquants de sa prise de parole aux États-Unis. Il ne s'agit pas de fracturer le camp occidental. La France n'est pas une nation occidentale. Elle est présente sur tous les continents et elle borde tous les océans. Elle est capable de parler au monde et elle est capable de proposer une ambition. Il est 11h47. Nous allons aborder un dernier sujet puisque c'est en débat à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la proposition de loi autour des squats. Nous allons parler de cela dans 2 minutes, 11h47. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, terminons notre jeudi politique avec un sujet qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Les discussions ne sont pas terminées. Il s'agit de la proposition de loi sur le squat, renforçant la loi, en quelque sorte, pour permettre à un propriétaire de récupérer son bien. J'ai entendu la France Insoumise qui dit que c'est une fabrique à SDF. Pourquoi ? En réalité, c'est une loi anti-locataire. Il y a 3 situations qui peuvent être traitées, mais qui sont très différentes. Vous avez un cas qui est quasiment anecdotique sur les 66 millions d'habitants
c'est l'occupation de logements. Vous avez des propriétaires qui partent en vacances, ils reviennent, ils trouvent quelqu'un. C'est pas anecdotique pour le propriétaire. Bien sûr que c'est pas anecdotique pour le propriétaire. Mais le nombre de. Je dis ça comme ça parce que on a eu des témoignages. Le mot est bien choisi. Non, mais d'accord. Les SDF, c'est les propriétaires qui se retrouvent à la rue. Du point de vue des chiffres, ne soyons pas. Mais non, mais c'est le mot que vous avez employé. On parle maximum de 150 cas par an. Il y a 66 millions d'habitants, en fait, le ratio quand même, s'il vous plaît. Donc, bien sûr que dans ces cas-là, force est à la loi, et moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Deuxième point, la question du squat des personnes qui sont déjà à la rue et qui occupent des bâtiments vides. Excusez-moi, dans ce pays, il y a énormément de bâtiments et de logements vacants, et il ne me paraît pas délirant que des personnes qui sans cela seraient SDF puissent les occuper. Pour ma part, et pour notre part, la France Insoumise, même si le propriétaire veut les récupérer, nous demandons la réquisition des bâtiments vides. Ça. Maintenant, vous me dites un logement vide, attendez. Je réponds à ce que vous m'avez demandé. Est-ce que le propriétaire doit pouvoir récupérer? Oui. Alors, je vous pose la question de savoir pourquoi ils sont vides. Parce que le grand enjeu de ces sujets, c'est de savoir pourquoi ils sont vides. On ne parle pas de petits propriétaires. On parle de gens qui sont en réalité multipropriétaires, voire de grandes compagnies. Il n'y a pas de distinction dans la loi, en plus, par rapport au statut du propriétaire. Il y a des études, vous savez, sur l'état du marché immobilier dans ce pays. Donc, je suis extrêmement marqué par la manière dont la France Insoumise a la capacité de détourner la problématique. Il y a 3 problèmes, il y a 3 cas précis. Et on ne me laisse pas expliquer. Non, parce que vous prenez votre temps pour expliquer. Voilà. Pardonnez-moi, que Mathilde de Paris. Il faut un peu de nuance, alors. Le format. Vous avez dit clairement qu'il faut. Vous avez dit clairement, il faut laisser les squatteurs dans des logements occupés, alors, maintenant, des logements vides. Je précise, vous avez raison de le préciser, puisque la loi va un peu changer les choses sur les logements vides. Et le troisième point, alors très rapidement, le troisième point, c'est qu'elle réduit les droits des locataires qui ont des difficultés à payer. Et donc, on les mettra dehors plus rapidement. D'où cette idée de loi anti-SDF. Vous voyez, là, on a un exemple très précis de ce qui peut se dérouler dans le cadre de nos travaux parlementaires. On a une question qui est posée. Des squatteurs qui squattent le logement de propriétaires qui se retrouvent à la rue. Vous auriez dû venir à la Commission des Affaires économiques. C'est l'alibi de votre texte. Laissez-moi parler. Lorsque nous étions à la Commission des Affaires économiques, nous les avons auditionnés, vous auriez vu ces gens, les détresses dans laquelle ils étaient. Nous ciblons la loi pour résoudre ces problématiques que M. Saint-Toul considère comme anecdotiques. Non, j'ai dit et ensuite, la LFI statistiquement résiduel, 150 cas par an. La problématique, excusez-moi, en attaquant le grand propriétaire qui existe en France. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, nous cherchons de répondre à la manière la plus juste possible et la plus rapide possible des situations qui sont parfaitement inacceptable. Vous réduisez les délais pour expulser des personnes en situation d'impayé. Excusez-moi, au moment où la crise sociale est à son pic, est occupé vous prenez un risque maximal. Alors, Mathilde de Paris, qui est un déficit de parole. Oui, allez-y. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la France Insoumise a pris le parti des squatteurs et non pas des propriétaires qui, effectivement, se retrouvent... Non, mais c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des propriétaires qui se retrouvent SDF parce que leur logement est squatté. Et ça, on ne vous entend pas là-dessus. Et moi, je suis désolée, mais j'ai été bénévole dans une association au service des personnes à la rue, et je peux vous dire que c'est pas eux, en fait, les SDF, ils squattent pas les logements vides, ou ils ne squattent pas les logements de propriétaires qui sont habités. Aujourd'hui, les SDF, souvent, ils connaissent pas leurs droits, et concrètement, ce ne sont pas eux. En réalité, ce sont des réseaux très organisés de squat, qui savent exactement quels sont leurs droits, comment ils peuvent fonctionner exactement. Alors, c'est encore un autre sujet. Et c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, la loi, elle ne protège pas les propriétaires, et vous faites toujours l'amalgame entre les multipropriétaires et les petits propriétaires qui n'ont rien à voir avec ces multipropriétaires. Alors j'ai deux. Alors non, c'est fini. Les explications sont finies. Je vous demande vos votes. Est-ce que vous voterez cette proposition de loi au Rassemblement national? Tout dépend des amendements qui seront adoptés, mais a priori, oui, nous la voterons. Vous la voterez? Non, on votera contre. C'est une loi anti-locataire. Moi, je la voterai. Évidemment. Non, mais ça, c'est évident. Bien, la motion de censure, donc, le Rassemblement national. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision. Motion de censure déposée par LFI. Oui, sans suspense, on la votera. Le budget général de la Sécu, alors
Si vous voulez, nous aujourd'hui, Voter ce qu'on voit, c'est pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision, mais c'est vrai que les 49.3 s'enchaînant, les motions de censure s'enchaînant, à partir du moment où on n'a pas de vote majoritaire, je crois que ça épuise un peu l'intérêt de la motion de censure. C'est vraiment ce que je pense. Et ça aujourd'hui, sert à rien de déposer sans cesse des motions de censure. Si on n'est pas en capacité de s'assurer qu'il y aura suffisamment de votes pour qu'elle soit effective, effectivement, je pense qu'à un moment, on vide de sa substance l'intérêt de la motion de censure. Donc vous ne la voterez pas. La décision n'est pas encore prise, comme je vous l'ai dit. Qu'en pensez-vous à titre personnel ? À titre personnel, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on n'a pas la certitude d'avoir une majorité de vote pour, je pense que c'est inutile. Bien. Vous, évidemment, vous l'avez déposé. Non, mais avec un raisonnement comme ça, peut-être que le RN devrait renoncer carrément à siéger dans l'Assemblée nationale. Mais non, parce que c'est pas ça, c'est que vous... Attendez, vous avez LFI, Nous, on a voté votre motion de censure, la première que vous avez déposée. Vous n'avez jamais voté la nôtre, vous êtes très hypocrite. Et qu'aujourd'hui, nous, on veut qu'il y ait une majorité de vote pour qu'elle soit effective. Mais vous ne souhaitez pas. Non, mais excusez-moi. La réalité, c'est que M. Saint-Toul est en train de dire qu'il ne souhaite pas justement qu'il y ait un vote majoritaire de ces motions de censure. Donc en réalité, vous ne faites que de la com. Bien, merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin. Malheureusement, le temps passe très très vite et nous ne pouvons pas aller au fond des sujets, c'est dommage, mais... Non, bien sûr que je le reconnais, vous savez. Non, mais ça me fait plaisir de vous recevoir tous les jeudis, évidemment. Il est 11h58 et vous réagissez si vous le souhaitez. 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai.